Et nous sommes de retour au plateau. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre deuxième sujet, FOCAC. La Chine conquiert de nouveaux horizons en Afrique. Les rideaux tombent ce vendredi 6 septembre sur la 9e édition du FOCAC, ce forum de développement Chine-Afrique qui permet à la Chine de regrouper des pays africains. Pour l'occasion, cette année, une cinquantaine de dirigeants africains sont en Chine pour parler de coopération, de développement, occasion pour eux de réaffirmer le rapprochement de l'Afrique ou le rapprochement de leur pays avec la Chine. Nous en parlons avec nos invités. La Chine saisit l'occasion de ce FOCAC pour conquérir de nouveaux horizons. On voit que le pays n'est plus seulement dans les échanges économiques, mais veut investir dans d'autres domaines également sur le continent. La Chine se fait les intéressants et ça intéresse effectivement les pays africains, Constant. Effectivement, la Chine est devenue une grande puissance incontournable dans le monde. Aujourd'hui, on ne sait plus entre la Chine et les États-Unis qui prend la première place. Et là, la Chine ne va pas lésiner sur les moyens pour conquérir, comme vous l'avez dit, d'autres horizons pour développer son influence aussi bien économique, culturelle, et sur beaucoup d'autres plans. Ah oui, il y a dans un passé, on pensait que les produits chinois étaient des contrefaçons, des produits de mauvaise qualité, mais aujourd'hui on se rend compte que la Chine produit beaucoup plus les meilleurs produits les meilleurs articles pratiquement dans tous les domaines que l'Europe ou les États-Unis, dont le marché est envahi par les produits chinois. On s'est rendu compte qu'effectivement, la Chine produit plusieurs gammes de produits selon les prix. Il y a les plus élevés et les plus bas également. Les qualités moins bonnes, selon le pouvoir d'achat du marché, donc des couches sociales. Mais aujourd'hui, cette rencontre avec les pays africains montre clairement que la Chine a pris de l'envol. Aujourd'hui, la conquête chinoise va au-delà des investissements pour développer l'idéologie ou d'autres relations aussi bien diplomatiques que culturelles, mais aussi éducatives. De plus en plus, les étudiants africains vont se faire former en Chine, surtout dans des domaines industriels, pour revenir tenter de booster le développement de l'économie des pays africains. Ça devrait être une leçon pour les pays africains parce que là, nous avons une puissance, un État, une puissance, mais en face, c'est des micro-États qui sont vraiment dans la dépendance totale, presque sur tous les plans. Pas des micro-États quand même, c'est des États peut-être pas avec le même niveau économique que la Chine, d'accord? Mais quand on prend la Chine d'il y a 50 ans, le Togo n'aurait rien à envier à la Chine d'il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, le Togo pratiquement n'est pas comparable sur aucun plan de développement à la Chine. Plutôt, le Togo a besoin de l'appui de la Chine pour avancer. Qu'est-ce qui a porté la Chine à ce niveau? C'est d'abord la discipline, c'est le travail et l'amour pour le pays. C'est ce qui nous manque, nous les Africains, c'est ce qui manque aux Togolais. Et si on se met comme les Chinois se sont mis au travail, eh bien, dans quelques décennies, nous pourrons atteindre un niveau de développement, même si on ne peut pas rattraper la Chine, parce que la Chine, aucun pays développé ne s'arrête de se développer. Mais nous pouvons connaître des bons. Mais si nous restons dans ce libertinage que nous appelons liberté, eh bien, nous serons toujours dépendants. La Chine a donné un très bel exemple. On peut l'accuser de tous les maux, de manque de démocratie, de manque de liberté, mais les Chinois sont heureux d'être Chinois et ils développent leur pays, ils vivent bien. Et ceux qui, les chantres de la liberté, de la démocratie, vont crier famine auprès de la Chine aujourd'hui. Alors, entre liberté et travail et développement, il faut choisir.
Louis Kamako, comme je le disais, les rideaux tombent ce vendredi 6 septembre sur le FOCAC qui a rassemblé une cinquantaine de dirigeants africains et des dirigeants venus de partout à Pékin, en Chine, pour parler développement, investissement. Le président chinois Xi Jinping avait promis d'ailleurs une enveloppe financière à hauteur de 50,7 milliards de dollars américains dans les 3 ans comme investissement sur le continent. Occasion pour la Chine de se repositionner sur le continent africain. Oui, de se repositionner, de renforcer justement sa coopération avec les pays africains. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Chine ou bien l'Afrique reste le premier partenaire commercial de la Chine. De l'Afrique. De l'Afrique. La Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique. Donc déjà au premier trimestre de l'année 2024, c'est-à-dire que l'année en cours, la Chine a pu échanger avec l'Afrique une baguette somme de 167,7 milliards de dollars. Et donc ça a permis à l'Afrique en fait de poursuivre son plan de développement. Les 50 millions ou bien les 50 milliards de dollars dont parle le président Xi Jinping et dont il en a fait cas au sommet qui vient de prendre fin va justement, comme je le disais tout à l'heure, aider à renforcer la coopération entre les deux parties. Ça va justement aider l'Afrique à construire de nouvelles infrastructures, à construire de nouvelles sociétés énergétiques, des voitures énergétiques, tout un ensemble en fait, ou bien toute une série de besoins que les Occidentaux n'ont pas pu apporter aux Africains depuis belle lurette. Donc vous avez un pays qui dans les années 2000 ou bien dans les années 90 était sur le même plan de développement que l'Afrique, mais qui a travaillé, qui a grouillé sérieusement aujourd'hui pour sortir du statut de pays en voie de développement pour devenir un pays émergent, un pays développé, pour venir justement aider ces anciens élèves de la classe. Donc je crois que la Chine aujourd'hui a su véritablement sortir de l'ornière et vient maintenant sur le sol africain pour impacter sur le précaré occidental. Quand je parle du précaré occidental, je fais allusion à la France, à l'Allemagne, aux autres pays que vous connaissez peut-être, qui sont longtemps sur le sol africain, mais qui n'ont pas su apporter de véritables solutions aux problèmes auxquels est confronté le continent africain. Donc je crois que la Chine a à un moment donné étudié le terrain et il a su qu'il fallait justement apporter ce qui est du concret à l'Afrique. Vous le savez si bien, vous le savez très bien qu'au début, le pays était dans la logique d'investissement. Mais quand vous investissez, il y a ce qu'on appelle retour sur l'investissement. Ça veut dire que du jour au lendemain, l'Afrique sera obligée en fait de rembourser et en le remboursant, il va peut-être créer d'autres vides. Donc à un moment donné, les dirigeants africains ont compris qu'il va falloir faire les choses autrement. C'est-à-dire que vous installez des sociétés chez nous, vous allez justement aider nos citoyens à bénéficier de l'expertise chinoise, c'est-à-dire qu'en matière de maintenance de certains engins, par exemple, vous allez aider à absorber tout petit peu le taux de chômage en recrutement les jeunes qui sont à la quête d'emploi, en justement contribuer à la formation de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que c'est des besoins réels dont on a besoin aujourd'hui, c'est des besoins réels qui en manquent sur le sol africain. Donc les dirigeants africains ont justement fait cette proposition aux autorités chinoises qui l'ont pesé, sous-pesé et qui l'ont accepté. Donc je crois que c'est le début d'une nouvelle collaboration entre les deux parties. Et on ne peut que suivre cela de près. Voilà. Constant Lemou, comment analysez-vous ce soft power de la Chine qui ne se montre pas très clairement, mais qui petit à petit commence par prendre de la place? Quand vous suivez par exemple les déclarations de Xi Jinping et puis ce qui est dit de façon générale à ce sommet, on parle du droit au développement, du droit à certaines choses que les pays africains n'ont pas eu depuis là, parce qu'ils étaient beaucoup plus collés à l'Occident. Et la Chine maintenant se porte en garant de cette liberté-là pour les pays africains. Quand vous suivez par exemple le discours de Xi Jinping qui dit quelque part que la modernisation est un droit inaliénable de tous les pays du monde et la voie occidentale a infligé de profondes souffrances aux pays en développement. Est-ce une manière de dire nous venons, nous sommes la solution pour vous, faites-nous confiance?
Oui, il faut voir cette déclaration sous plusieurs angles, plusieurs prismes. Pendant longtemps, les pays occidentaux se sont comportés en maîtres du monde. Et l'Afrique tout entière a été soumise à l'exploitation. On promet le développement, mais plutôt c'est la pauvreté qui est bien cultivée. Aujourd'hui, la Chine se propose comme une alternative pour sortir les pays africains ou l'Afrique dans son ensemble de la pauvreté et enclencher le développement. Mais il faut faire attention, il faut faire très attention. La Chine est en train de chercher à prendre la place des puissances occidentales en Afrique. Il n'y a pas longtemps, ou du moins actuellement, l'Afrique est en train d'être envahie par la domination ou l'influence russe qui s'offre en matière de sécurité, qui s'offre comme une alternative pour permettre aux pays africains d'avoir une certaine souveraineté dans leur autodétermination. La Chine se propose également dans la même lignée comme la Russie et porte disons, une certaine garantie de développement des pays africains. Je disais de faire très attention parce que les pays africains risquent de commettre la même erreur devant la Chine que les erreurs commises devant les puissances occidentales. Et c'est quoi cette erreur? Rappelons-nous que la Chine s'est mise au travail. C'est vrai, les Chinois, la Chine a envoyé des Chinois se faire former en Occident. Ils ont acheté des produits occidentaux, pas pour se constituer en consommateurs, mais ils prennent des produits, ils les dissèquent pour voir comment ces produits sont fabriqués. Et la Chine elle-même fabrique ses propres produits. Et pendant longtemps, ce travail a permis à la Chine de mobiliser une force économique interne très très importante, de sorte qu'aujourd'hui, la Chine peut vivre sans l'extérieur pendant des décennies. Alors que l'Afrique, dans le plan d'investissement de la Chine, l'Afrique, au lieu d'être partenaire, là, le terme que je conteste, l'Afrique n'est pas un partenaire, mais l'Afrique est un marché. C'est juste un marché de consommation. Parce que... Même jusqu'à présent, avec ce sommet aussi? Mais rien n'a changé. Mais nos chefs d'État, même rien n'a changé. Ils le savent. Ils ont tous parlé justement de partenariat. Ils n'ont pas parlé de consommation. C'est Laurent Gbagbo qui a eu l'honnêteté intellectuelle de dire qu'en réalité, lorsqu'il est en Chine à côté du président chinois, et on les appelle présidents, ils ne sont pas tous présidents. Ils ne sont pas tous présidents parce que son pays n'a démarré aucun développement pour penser que la Côte d'Ivoire est un pays partenaire de la Chine et que lui, Laurent Gbagbo et le président chinois sont des collègues présidents. Non, non, c'est général pour tous les pays africains, pour tous les présidents qui aujourd'hui, sur quel plan le Togo peut se mesurer à la Chine dans le plan de développement? Rien. Quand nous allons crier famine auprès d'une puissance, ce n'est pas pour s'estimer des amis ou des partenaires, mais nous sommes des consommateurs des produits chinois. Dans ce nouveau partenariat, il s'agit de demander à la Chine de nous apprendre la technologie. Il faut que nous développions dans ce partenariat, si on veut, des relations de partenariat. Il faudrait que les pays africains, les dirigeants africains envoient les jeunes Africains apprendre la technologie, apprendre à produire en Afrique pour les Africains plutôt que d'aller demander de l'argent ou d'aller demander à ce que la Chine envoie des produits finis pour la consommation et que la Chine puise des produits, les matières premières brutes non transformées, qu'elle va transformer et nous ramener ça beaucoup plus cher. Il faut vraiment organiser le développement économique endogène. Alors, Louis Kamako, ce rêve d'un développement qui est une condition sine qua non ou un droit indéniable à l'humanité et que vient donner donc la Chine aux pays africains a été accepté, et cru comme cela par les dirigeants africains. Ils ont tous évoqué, la plupart du moins dans leurs différents
discours, cette affaire de copartenariat gagnant-gagnant, 50-50 avec, on connaît bien, c'est le modèle chinois. Croyez-vous vraiment à ce qu'on puisse établir aujourd'hui un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine ou 50-50 avec la Chine? Oui, très difficile de le dire. C'est difficile de le dire parce que mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, quand vous mettez la Chine et le Togo par exemple sur la balance, les deux ne peseront pas le même poids. Les deux pays ne peseront même pas le même poids parce que là-bas, il y a un travail indéniable qui a été fait. Et surtout en termes de convention, en termes de partenariat, c'est-à-dire que celui qui propose souvent prend le dessus sur son interlocuteur. Qui vient consommer ça. Qui vient consommer. Ça veut dire que quelque part, la Chine maîtrise son agenda et il y aura des secrets, il y aura des points cachés, des points dissimulés sur lesquels il pourrait surfer du jour au lendemain pour justement damer les pions au pays qu'il en fasse. Donc le thème de partenariat 50-50, je n'en crois pas, je n'y crois pas à mes yeux. C'est peut-être c'est l'expression appropriée, c'est pour ça il énonce. Mais ce qu'il faut noter, et ce qui est intéressant chez la Chine par exemple, c'est-à-dire que vous avez un pays qui a beaucoup longtemps étudié les causes de l'échec cuisant de la présence occidentale en Afrique, justement pour faire asseoir ou bien pour se faire accepter par l'Afrique. Vous voyez que la Chine par exemple ne propose pas une solution militaire aux problèmes sécuritaires en Afrique. La Chine ne viendra pas, peut-être la Chine ne dira pas aux Africains, ou bien ne proposera pas aux pays africains, notamment ceux du Sahel, qu'elle va leur envoyer des troupes militaires ou bien qu'elle va installer des bases militaires dans leurs pays respectifs pour combattre le terrorisme ou pour combattre l'extrémisme violent. Ça veut dire que le pays sait que s'il faut justement avoir un partenariat qui fait foi, qui soit accepté, il faut que ça soit calqué sur l'économie. C'est-à-dire qu'on est dans le concret, les choses que les gens peuvent voir, les choses, des projets dont peuvent bénéficier la jeunesse surtout. Parce que quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, c'est une population extrêmement jeune. Et quand vous faites un projet qui ne prend pas en compte la jeunesse, ça veut dire que du jour au lendemain, vous serez critiqué. La preuve aujourd'hui, avec le vent qui souffle, avec le sentiment anti-occidental qui se développe en Afrique, ce sont les jeunes justement qui sont au devant de la scène. S'il y avait une politique dirigée à leurs intentions, s'il y avait des projets concrets qui sont mis à leurs intentions et qui permettaient de les absorber, de les utiliser, de les occuper, je crois que du jour au lendemain, ils ne feront pas vent debout contre la présence occidentale en Afrique. Donc la Chine a compris tout cela et trouve que ce qu'il faut aujourd'hui pour faire l'unanimité, pour recevoir l'assentiment de tout le monde, c'est justement aider à construire une économie digne et prospère qui va aider le pays à se développer concrètement. On n'est pas dans les jeux de dons, dans les jeux de... c'est pas dans les jeux de dons, quoi, des dons qu'on vous fait et que vous serez obligé de rembourser d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on veut, c'est du concret. C'est-à-dire que la Chine vienne installer ces industries ici et contribue à la formation de la main-d'œuvre. Ça veut dire que du jour au lendemain, si la Chine n'est plus là, ou bien si les citoyens chinois ne sont plus en Afrique, les constructions, bien les usines vont rester et ça va profiter à l'Afrique éternellement. On l'a vu en période électorale où tout ce que l'Allemagne a fait, ou tout ce que on a vu, on continue pas à voir les stigmates en fait de l'Allemagne en fait. On continue pas à voir les traces de l'Allemagne dans les pays où il était passé. Vous parlez de l'époque coloniale alors? De l'époque coloniale. Okay. C'est-à-dire que les œuvres allemandes comparées aux œuvres des autres pays occidentaux, l'Allemagne a laissé des traces. Je crois qu'aujourd'hui, la Chine se trouve aujourd'hui, la Chine est à peu près dans cette logique-là aujourd'hui, fait quelque chose qui va durer, qui va pérenner, ou qui va se perpétuer pour que du jour au lendemain, tout le monde se retrouve dedans et que il ne soit pas elle ne soit pas remise en fait au goût du jour. Voilà. Alors, je reviens à vous, Constant Lemou, quand on parle de nouveaux horizons que la Chine va explorer ou conquérir sur le continent africain, c'est aussi sans oublier les questions d'armement, de sécurité. C'est vrai, lui l'a dit, la Chine n'envoie pas de troupes, mais elle va commencer ou bien commence par équiper des armées sur le continent où elle accélère, elle augmente en tout cas le volume de présence en matière d'équipement, de logistique sur le continent. Mais il y a aussi cette formation
protection que la Chine offre à certaines élites africaines en matière de sur différents aspects qu'on peut-être vous aurez le temps de nous détailler, mais aussi et surtout l'aspect diplomatique, parce qu'à la déclaration finale, la question de l'unité de la Chine s'est invitée donc à cette 9e édition du FOCAC. Et quand on parle d'unité de la Chine, on pense à la question de Taïwan, l'occasion pour la Chine de s'imposer au plan diplomatique et avoir le soutien des pays africains. Exactement. Je pense que l'unité de la Chine n'est pas à discuter. Taïwan est une partie de la Chine que discutent les États-Unis qui veulent rendre cette partie indépendante. Les Taïwanais. Bon, disons, les puissances occidentales considèrent Taïwan comme un État, alors que c'est une province chinoise. Et là, à cette rencontre FOCAC, la Chine a profité pour conquérir l'adhésion des pays africains dans cette dynamique de considérer la Chine unique, y compris Taïwan. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Vous avez bien fait de parler du côté militaire. Un pays ne peut pas, un pays aussi puissant que la Chine, ne peut pas faire des investissements dans le monde et ne pas chercher à sécuriser ces investissements. Et là, pour sécuriser les investissements, il faut aider, il faut appuyer le système sécuritaire des pays où la Chine a investi, en fournissant les équipements sécuritaires, les armes notamment. Et puis, ce qui est intéressant, la Chine vend ces armes à quel pays veut les acheter, ce qui est différent des pays occidentaux. Alors, si la Chine vient à conquérir, disons, le marché de la sécurité en Afrique, à savoir former les élites militaires en Chine, ou encore sur le plan civil, former des ingénieurs en Chine, eh bien, progressivement, la Chine va s'installer complètement et prendre la place des pays, des puissances occidentales qui n'ont pas su sauvegarder ou bien, disons, qui n'ont pas su pérenniser leur domination, parce qu'aujourd'hui, tous les pays se sont éveillés. Seulement, dans cet éveil-là, on risque d'assister à un changement de maître plutôt que de développer des relations de partenariat. Lorsque on parle de partenariat entre la Chine et un pays africain, je prends toujours l'exemple de mon pays. De quoi la Chine dépend-elle du Togo? En quoi la Chine dépend-elle? Sur quel plan la Chine dépend-elle du Togo? Dans une relation de partenariat, s'il n'y a pas vraiment cette relation de gagnant-gagnant, 50-50, je pense que ce n'est pas une relation de partenariat, mais plutôt une domination voilée par les termes génériques de relation de partenariat. Si, par exemple, la Chine vient investir dans l'exploitation d'une mine, d'un minerai au Togo, d'abord, le Togo n'a pas les équipements nécessaires pour exploiter lui-même le minerai et vendre au prix voulu à la Chine. Lorsque vous prenez l'exemple du Niger, où la Chine a investi dans l'exploitation du pétrole qui doit passer par le Bénin. Entre-temps, le gazoduc a été, plutôt le pipeline a été saboté. Le pipeline ayant été saboté, la Chine s'est sentie touchée, même si ce n'est pas directement. La Chine s'est sentie touchée et il y a lieu de prendre des mesures pour accompagner, par exemple, le Niger sur le plan sécuritaire pour protéger les équipements permettant à la Chine d'exploiter le pétrole que le Niger ne peut pas exploiter par lui-même et vendre à qui il veut. Alors, si les pays africains restent dans cette dynamique, que la Chine va vendre, va transformer les pays africains en un marché de consommateurs et en retour, la Chine vient exploiter par elle-même les ressources minières pour les transformer et revenir les vendre en Afrique, ce n'est pas une relation de partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas une relation de partenariat gagnant-gagnant, mais il faut plutôt développer la possibilité pour les Africains d'exploiter par eux-mêmes, de transformer leurs ressources et les vendre à leur juste valeur pour que les pays qui n'en ont pas
viennent discuter des prix, que ce soit les pays africains qui fixent les prix des produits, sinon on risque de tourner en rond, on quitte le maître occidental pour un autre maître beaucoup plus oriental. Alors, Louis, comme je le disais, la Chine, ce n'est pas seulement les investissements dans le secteur minier, mais c'est aussi les ventes dans le secteur des armes, de la logistique pour les pays africains, mais aussi la Chine exploite, bon, vous nous le direz si c'est effectivement ce que vous pensez, la Chine saisit cette occasion pour avoir le soutien des pays africains sur la question de Taïwan. Oui, il le faut, parce que quand vous êtes partenaire, je le disais, et c'est pour ça d'ailleurs que je rejoins à peu près l'analyse de Constant quand il dit que le Togo, par exemple, ne fait pas le poids devant la Chine pour parler de partenariat à égalité ou bien de partenariat égal. C'est pour ça, c'est-à-dire que si déjà à la base, vous ne pouvez pas contribuer à grand-chose, vous ne pouvez pas donner grand-chose à votre partenaire, au moins sur certains plans, vous serez utile pour quelque chose. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les Africains doivent justement témoigner de leur soutien sur la question relative à Taïwan. Et ça, je crois qu'il ne peut en être autrement. C'est une façon aujourd'hui de dire aux gens que nous sommes là pour vous et vous aussi, vous devez être là pour vous. C'est comme ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. À un moment donné, tous les pays africains pour qui la Russie apporte de l'aide sont obligés justement de témoigner de leur soutien à la Russie. Donc ça va de soi. Mais quand vous voyez ce qui se passe avec la vente de l'armement que vous venez d'évoquer, je crois que les Africains savent aujourd'hui que nous sommes dans un système capitaliste. Et quand vous êtes dans un système capitaliste, l'endettement devient indispensable. Et maintenant, il faut auprès de qui il faut s'endetter. Il faut aussi définir aussi sa clientèle ou bien son partenaire. Et aujourd'hui, les Africains ont compris qu'en s'endettant auprès de la Chine, ce sera peut-être un poids léger qui va peser sur eux, parce que les autres ont montré à combien ils étaient tellement capitalistes, et que quand ils vous font un prêt de 5 francs, vous allez le rembourser à 1000 francs près. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine se montre crédible et se propose d'être en réalité le partenaire de taille, le partenaire sûr pour les pays africains. Donc c'est pour ça, et on l'a dit, que la vente de l'armement, la fabrication et la mise à disposition de l'arsenal militaire au profit de l'Afrique va justement profiter à cette Afrique-là. Et là, on sait au moins dans quel marché justement l'Afrique s'approvisionne. Ça, c'est déjà quelque chose de louable, et que du jour au lendemain, s'il y a justement des failles dans le système sécuritaire en termes d'armement, je crois que la Chine sera pointée du doigt comparativement au flou kafkaïen auquel on a assisté jusqu'à présent. Donc je crois que c'est du concret, c'est du clinchy, c'est du visible qui est en train de faire, et c'est transparent en fait ce que la Chine propose à l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.